On a tous déjà lu un texte qui nous a marqué, mais est-ce qu'on a vraiment compris comment il fonctionne? Aujourd'hui, on va plonger dans un chef-d'œuvre, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, pour voir ensemble comment on peut décortiquer un texte et révéler toute la puissance qui se cache derrière les mots. Alors là, Victor Hugo lui-même nous donne la clé. Il parle d'une autopsie intellectuelle. L'image est incroyable, non? C'est super fort. Mais ça soulève une question essentielle. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour disséquer la pensée d'un personnage, pour entrer dans sa tête? Eh bien, c'est justement tout l'enjeu. Dépasser la simple lecture, aller voir ce qui se passe sous la surface. Pour ça, lire ne suffit pas. Il faut une méthode, des outils. Et c'est exactement ce qu'on va bâtir ensemble, pas à pas. Alors, voilà notre plan de match. C'est simple, en 5 temps. D'abord, le personnage. Ensuite, les événements. Puis, on va s'attarder sur le choix des mots, le style de l'auteur. Et pour finir, on remontera jusqu'au sens profond du texte. C'est parti. Première étape donc, le personnage. Parce que pour comprendre une histoire, il faut d'abord comprendre qui la vit, qui la raconte. Et ici, tout tourne autour de la voix de notre narrateur. Alors si on décompose un peu, on a un portrait psychologique qui est assez saisissant. On a affaire à un homme qui est très lucide, très introspectif, mais tout ça est complètement écrasé par une seule chose, sa peur de la mort. C'est vraiment ça le cœur du réacteur. C'est une torture morale qui définit absolument tout son être pendant qu'il est en prison. Et cette phrase, elle résume tout. Il n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Voilà. Il ne subit pas passivement, pas du tout. À l'intérieur de lui, c'est un véritable champ de bataille. Et son tourment, il est presque physique. Il est seul, complètement seul face à cette idée, cette obsession de la mort. C'est vraiment ça qui fait avancer toute l'histoire. Et justement, voyons comment cette angoisse va donner sa forme, sa structure à tout le récit. On passe donc à la deuxième partie, les événements. Et là, attention, il faut bien comprendre que l'action, ici, elle n'est pas extérieure. Tout se passe à l'intérieur. C'est un voyage psychologique. Ce cheminement est vraiment fascinant à suivre. Au début, il est perdu. Mais quoi écrire? Il est face au vide. Et puis, il a cette révélation. Sa propre souffrance, son angoisse, c'est ça, sa matière première. À partir de là, l'écriture change de statut. Ça devient une distraction, oui, mais plus que ça, une mission. Laisser une trace, un témoignage pour ceux qui jugent. Troisième point, et pas des moindres, le poids des mots. Et quand on parle de Victor Hugo, eh bien on sait que chaque mot est pesé, chaque mot a son importance, rien n'est laissé au hasard. On va voir comment un seul mot peut complètement changer notre perception. Voilà un exemple parfait. Le narrateur parle du Judas de sa porte. On pourrait se dire, bon, c'est un œilleton quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quelle ouverture. Le mot Judas, pensez-y. Ça évoque immédiatement la trahison, le personnage de Judas qui trahit Jésus. Ça évoque la surveillance, le fait d'être épié. C'est bien plus fort que guichet ou œilleton. En un seul mot, Hugo transforme une porte banale en un symbole d'oppression, de jugement. La tension est palpable. Maintenant qu'on a vu l'importance d'un seul mot, prenons un peu de hauteur et regardons le style de l'auteur dans son ensemble, sa manière d'écrire. Prenez cette métaphore, elle est incroyable. Il ne dit pas « condamner un homme ». Non, il dit « jeter une tête qui pense dans la balance de la justice ». Vous sentez la violence de l'image? Il ne parle pas d'un corps, mais d'une tête qui pense, de l'intelligence, de l'humanité. Et tout ça est réduit à un simple poids dans une balance. C'est une critique féroce de la justice déshumanisée. Voilà, c'est ça la puissance du style. Entre les juges exécutent la sentence et jeter une tête qui pense dans la balance de la justice, il y a un monde. D'un côté, une phrase neutre, de l'autre, une image qui frappe, qui choque, qui fait réfléchir. L'impact émotionnel est sans commune mesure. Et Hugo ne s'arrête pas là. Il utilise tout un arsenal, les questions qu'il se pose sans cesse, le fait qu'on soit dans sa tête avec le jeu, les contrastes violents entre la vie dehors et sa souffrance dedans. Tous ces outils s'assemblent pour nous enfermer avec lui. On est piégé dans sa cellule, on ressent son angoisse, son urgence, c'est presque claustrophobique. Bon, maintenant qu'on a analysé le personnage, l'action, les mots, le style, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. On va prendre de la hauteur pour voir le tableau d'ensemble. Quel est le message, le sens profond de tout ça? Et là, tout devient limpide. Le personnage angoissé, les mots choisis avec soin, le style percutant, tout ça ne sert qu'un seul but. Ça converge vers des thèmes majeurs, évidemment, la critique passionnée de la peine de mort, mais aussi la question de la souffrance morale, souvent oubliée. Et enfin, cette idée magnifique que l'écriture peut être un dernier acte de résistance, un dernier cri. En fait, le message central, c'est un véritable appel à l'empathie. Hugo ne veut pas seulement qu'on comprenne intellectuellement, il veut qu'on ressente dans nos tripes la torture psychologique que représente la peine de mort. C'est une expérience qui nous fait vivre. Et cette fin, elle est terrible et magnifique à la fois. Cette image des feuilles de papier qui pourraient être dispersées par le vent, c'est tout le doute du narrateur.
Est-ce que tout ça aura servi à quelque chose? Est-ce que son témoignage va survivre? S'ajoute une dimension tragique, cette incertitude finale. Et c'est là-dessus que le texte nous laisse, face à une question immense, finalement. Quelle valeur, quelle force peut avoir un simple texte? Quelques pages fragiles face à la machine d'une société entière. C'est tout le pouvoir de la littérature qui est posé là, sa capacité à nous bousculer, à nous faire réfléchir et peut-être à changer les choses.